Bienvenue tout le monde au podcast Tivalgo, le podcast qui a pour but de redonner à l'industrie des conseils, des astuces, des techniques. Aujourd'hui, on va parler de données et de comment on peut capter, ordonner, mais aussi structurer les données pour mieux planifier et mieux exécuter. On a l'honneur d'avoir Pierre Marcombe, directeur de service au projet de EBC. Comment tu vas, Pierre, ce matin? Ça va, merci beaucoup. Bonjour. Je suis très excité de qu'est-ce que tu as à nous parler aujourd'hui. Peut-être pour commencer, si tu peux nous parler un petit peu de ton background, d'où tu viens. Je sais que tu as un parcours assez foudroyant. Je suis intéressé de le partager avec notre audience. Ouais, foudroyant, je sais pas, mais en tout cas, on peut en parler un tout petit peu avant de parler des données. Je suis de formation ingénieur civil. J'ai fait mes études en France. J'ai gradué en 2012. Et ensuite, j'ai commencé à travailler donc à peu près 7 ans sur des projets pour Vinci, qui est une boîte française. Mais c'était des projets à l'étranger. Donc, je travaillais un peu au Chili, un peu au Qatar. Et après, sur différents appels d'offres dans tous les sujets qui sont relatifs aux travaux souterrains. Donc, tunneliers, des choses de mine, des excavations manuelles, des excavations manuelles, mécaniques ou traditionnelles. Ensuite, je suis venu émigrer au Canada en 2016. Donc là, j'ai fait 2 années dans une entreprise de construction québécoise, mais aux origines françaises, qui s'appelle Construction de Mathieu Hébert, qui a la grande force d'être très orientée technique. Donc là, j'étais vraiment au cœur d'un sujet super intéressant. J'avais la construction d'un pont sur lequel j'étais responsable de méthode, le pont au-dessus de la tranchée des Carilles, le pont Saint-Jacques, donc juste au-dessus de Turcot. 2 années super intéressantes, parce que technique, et puis ça me permettait de m'intégrer un peu à l'industrie québécoise et locale. Et après, depuis donc 2018, je suis chez EBC. Donc EBC, c'est une entreprise de construction vraiment grosse au Québec, assez grosse au Canada, on est dans le top 10 en termes de chiffres. Et j'ai accompagné finalement plein de développements d'EBC, vraiment sur la partie technologique, technique, et puis gestion des données. C'était un peu le fil conducteur de ces dernières années-là. Je suis arrivé avec une personne qui était primordiale, qui a mis en place la cellule de gestion des données au niveau du génie civil. Et puis, on était 2 au début, puis 3, puis 4 au bout de quelques mois. Et à la fin, là, quand on est venu fusionner différents groupes, on était rendu une 50aine. Ça, c'était en 2023. Donc, désormais, ces différents groupes fusionnés forment les services au projet, même les services au projet et gestion de la performance récemment. Donc, ça, c'est désormais, on est une 115, je pense, au dernier chiffre. On gère différents aspects d'expertise ou de bonnes pratiques pour EBC. Donc, ça va du contrôle documentaire au contrôle de projet, contrôle de coûts, planification, on fait aussi de l'arpentage, de la modélisation, des choses pures BIM, donc la coordination BIM. Plein de métiers qui en fait sont assez durs à avoir internalisés sur les chantiers et qu'on vient donc avoir en support, un peu comme du support interne qu'on offrirait aux chantiers pour que les chantiers aient ces bonnes pratiques-là sans avoir le poids d'un employé temps plein. Absolument. Puis dans tout ce que tu as mentionné, énormément d'expérience sur des projets d'envergure. Puis les données sont au cœur de nos projets. Puis on le voit de plus en plus. C'est les données qui nous permettent de comprendre où est-ce qu'on est, mais où est-ce qu'on s'en va. Mais sur un chantier de construction, il y a des données partout. Okay? C'est quoi la première étape pour être capable d'utiliser ces données-là? Comment on les collecte? Comment on les traite? Je pense que déjà, première question, c'est quoi ces données-là? En fait, comme tu dis, il y en a partout. Et ça, faut vraiment avoir l'esprit super ouvert là-dessus. Tu as des photos, tu as des documents papier, tu as des choses qui vont être en papier imprimé, des choses qui vont être en papier manuscrit, qui vont passer de main en main, d'autres qui vont être vraiment imprimées. Et puis, évidemment, il y a des solutions plus informatiques qu'on a en place. Toute la comptabilité, tout ce qui va être les dollars, vont être dans des solutions numériques. La gestion de documents de chantier, documents de projet, c'est quand même bien numérisé. Là, il faut réussir à ségréguer les choses. Il y a vraiment ce qui sert pour gérer ton projet. Donc, en gros, le contrôle de coûts, le contrôle documentaire, le contrôle contractuel, qui derrière vont venir filer des services supports, comme par exemple la qualité, les SST, les RH, le légal. Ça, c'est de la donnée où le contenu est intéressant pour que le chantier avance. Et le métadonnées, ce qui finalement est le contenant, c'est vraiment sur lui qu'on va venir travailler. Et donc, la première étape pour avoir du métadata, il va falloir travailler sur de la donnée structurée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi trouver pour les autres types de données, des photos qui sont assez riches pour leur contenu, oui, et leur contenant aussi, la position, la date de prise de vue, l'angle de prise de vue. On peut comme ça remonter à des avancements. Et dans cette même ordre d'idée des avancements de chantier, il y a après toute la captation de l'existant ou finalement captation des avancements, donc des scans, des lidars, des relevés d'arpentage, des choses modélisées. Donc ça, c'est un peu le panel qu'on va venir traiter, qu'on va vouloir traiter. Il va falloir le ségréguer. Là, j'ai perdu le fil.
Mais c'est pas grave. La question, c'était... Il y a beaucoup de données qui viennent de la construction. Puis, à un certain point, il faut prioriser ces données-là parce qu'il y en a tellement. Il y en a qui ont une importance massive, comme tu disais, justement, les données chantiers, les performances, les données financières. Comment on fait pour ordonner tout ça? Ouais, en fait, donc les solutions vraiment prioritaires, c'est la finance. On doit gérer nos projets en respectant un certain taux de marge, en visant une certaine performance. Donc, la solution clé, c'est vraiment notre ERP, notre gestionnaire de comptabilité, de contrôle de coûts. Donc, on peut faire des ERP, on peut faire des CMS. C'est des plateformes qui vont permettre de gérer la donnée structurée pour le contrôle de projet. Quand je dis une donnée structurée, c'est ça l'importance, je pense, de la bonne compréhension des données. C'est qu'on ne veut pas avoir à travailler avec des Excel qui sont libres, avec des bouts de papier qui sont libres. On veut que tout rentre dans des bases de données et que ces bases de données-là, ça, c'est un métier de gérer, de constituer, de créer. Soit on le fait nous-mêmes, soit on l'externalise. On prend des solutions. On est ici, tu as créé Sivalgo. Sivalgo en est une, il y en a plein d'autres sur le marché. L'idée, c'est d'arriver à avoir quelque chose où l'utilisateur il puisse rentrer dedans, voir l'information qui l'intéresse, rentrer ce qu'il doit lui faire et que ça puisse servir à d'autres. Fait que, si je comprends bien, la donnée structurée, pour les gens qui connaissent Sivalgo, c'est ce qu'on fait. On gère les opérations pour, en conséquence, créer une donnée structurée qu'on utilise par la suite avec l'IA pour des prédictions. Mais la donnée structurée, quand on est capable de la structurer à la source, j'imagine que ça crée une moins grosse vague au bureau. Ouais, en fait, c'est vraiment l'astuce. Tu peux globalement pas, avec un outil qui est trop libre, après assumer que tu vas structurer ta donnée. Ça marchera juste jamais. Donc, tu vas perdre en fait une énergie folle et tu vas toujours courir après les moutons un peu égarés. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver les bons produits. La chose de base, c'est d'avoir ce qu'on appelle un environnement de données commun. Donc, c'est des plateformes, il y a quelques-unes sur le marché, qui vont permettre de structurer toutes les données en entrée et en sortie de ton chantier. Donc, entrée-sortie avec ton client, entrée-sortie avec tes sous-traitants, et puis évidemment, entrée-sortie avec tes plateformes qui vont servir à créer la donnée. Ça peut être un Word, un Excel que tu vas créer pour derrière en faire quelque chose, venir collaborer autour, le faire réviser, le faire approuver, le donner comme instruction. Donc, il y a vraiment deux entités qui vont communiquer ensemble, entité de création de données, de création de documents, excuse-moi. Puis derrière, ce document-là va passer à travers des workflows. Absolument. Pour venir et être collaboré. Ouais, puis les workflows sont importants. Puis, tu sais, j'entends, Pierre, tantôt, tu disais, tu mentionnais plusieurs fois communication puis collaboration. Tu sais, ça, c'est une chose que dans la construction, qui n'a pas changé, en fait. On doit collaborer et communiquer, mais avec le bon niveau, puis avec le bon degré de précision. Parce qu'on le sait, trop précis, il va y avoir un goulot d'étranglement au chantier. Pas assez précis, ça va être le bureau qui va se taper. Puis comme on a dit, on va courir après l'information. Donc, comment tu vois ça? Ouais, ça, en fait, tu mets le doigt sur la partie... il y a un métier derrière tout ça qui consiste à dire, est-ce que je donne tout sans filtre à tous les intervenants? En quel cas, ils vont tout voir les données et ils vont pas savoir quoi en faire. Ou est-ce que je vais justement avoir des plateformes que je vais pouvoir paramétrer de manière à ce que le contremaître voit ce qu'il doit voir et il va avoir accès à ce qu'il doit venir écrire, mettons des feuilles de temps, où lui, il faut qu'il puisse les rentrer, mais il va pas les rentrer de manière libre, il va les rentrer parce qu'il a dû faire des tâches. De manière structurée. Structurée. Tu as une structure d'échéancier, une structure de budget, et le contremaître va venir travailler autour de ça. Puis derrière, délivrer sa valeur, qui va être de dire, j'ai travaillé, mon équipe a travaillé, mon équipement de mon équipe a travaillé, X heures sur telle phase. Ça peut être de dire la même chose pour des contrôleurs de coûts, où il faut qu'ils voient les coûts associés, mais il ne faut pas forcément qu'ils voient tout le reste, ils n'ont pas intérêt à le savoir. Et puis évidemment, quand tu vas monter dans tes couches hiérarchiques de projets, ou de vice-présidence ou de support. Et là, il faut venir commencer à synthétiser et à vraiment donner des informations qui ont de la valeur. Et ça, on va le voir un peu plus tard, mais c'est vraiment compliqué parce que plus tu montes dans la chaîne, plus il faut que les informations soient riches et courtes. Donc, c'est ça vraiment l'équilibre qui est assez subtil et je n'ai pas la prétention de dire qu'on y arrive bien. On essaie d'y arriver, c'est un défi, mais c'est vraiment ça le gros enjeu, quoi. Fait qu'il y a vraiment une hiérarchie. Okay? Qu'on parte du chantier ou d'une autre source là, d'information, il faut une manière de prioriser l'information, de la cadrer, puis en quelque sorte de la synthétiser pour qu'elle arrive dans un format qui est acceptable. Fait que si je comprends bien, en ce moment, c'est même plus un débat, là. L'industrie est rendue à avoir des plateformes numériques, que ce soit Sivalgo ou autre, parce qu'on ne peut pas faire ça en papier ou dans un système libre. Ouais, 100%. Je pense que là-dessus, on est vraiment d'accord en tant qu'industrie. Nous, sur tous les partenariats qu'on peut avoir, tous les sous-traitants qu'on peut avoir, et je parle de centaines d'entreprises, au Québec et au Canada, il n'y en a plus une seule qui va oser expliquer qu'elle gère bien avec du papier et des Excel.
Et le pli est pris de dire, il y a des plateformes de gestion des données documentaires, des environnements de données communs, de gestion de contrôle de projet. On est tous sur cette même page. Ça peut être des Procore, ça peut être des Autodesk, ça peut être des ProjectWise pour certains sujets. Tout ça est vraiment utile. On part d'ici, quoi. Mais derrière, ces plateformes-là, elles ont quand même une capacité à créer beaucoup de données, beaucoup de métadonnées. Donc l'enjeu, c'est comment tu rapportes tout ça et comment tu le synthétises. Alors là, il y a plusieurs axes. Soit dans les plateformes elles-mêmes, tu as des outils de synthèse ou minimalement des outils de log. Tu vas avoir des logs, des QRT, des logs, des changements qui ont pu apparaître sur le projet. Mais ça reste des logs qui, derrière, l'utilisateur doit venir filtrer manuellement suivant ce qu'il veut voir. Donc ça reste des plateformes qui sont, en fait, on le voit, très opérationnelles, qu'on te remette sur intendant, ingénieur de projet, gérant de projet. À partir de l'échelon directeur de projet et plus, on commence à s'en éloigner un peu parce que la granularité est trop fine. Et donc là, il faut passer à une autre étape. Ça, c'est vraiment un effort qui est donné par l'entreprise. Ça va être de dire comment je synthétise ces données-là avec mes données comptables, avec mes données de risque et de SST, parce que j'ai des indicateurs à suivre pour faire attention à mes assurances, par exemple, sur la santé des travailleurs. Et là, il faut venir synthétiser plusieurs sources. Ça amène un vrai défi, ça amène des technologies différentes. C'est un peu plus compliqué. Fait que ça, c'est effectivement où on voulait aller justement en deuxième partie de notre podcast par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les données une fois qu'on les a capturées. Mais avant d'aller justement là, tu sais, on le sait que EBC, vous êtes avant-gardiste, puis vous, tu sais, dans ton département, vous faites un très, très bon travail à justement exploiter les données. Mais si on te demande ton conseil par rapport à l'industrie, là, est-ce que tu penses encore qu'on est à un niveau de sous-utilisation des données? Où est-ce qu'on se situe? Je pense que l'industrie utilise bien ces données de cœur. J'ose espérer que l'industrie maîtrise bien sa comptabilité, qu'elle maîtrise assez bien ses approvisionnements, qu'elle va maîtriser ses documents d'une certaine manière. La partie intégration de tout ça dans un ensemble, là, on n'est pas là. C'est-à-dire que d'avoir des synthèses qui remontent pour que les exécutifs aient une donnée intelligible pour qu'ils puissent pour qu'il et elle puissent prendre des décisions intelligentes, ça, c'est compliqué. Et ça, je pense que j'ai pas vraiment vu ça chez différents concurrents, partenaires, sous-traitants, clients. Là, on n'est pas encore là. On parlera un peu plus tard du futur sans doute, mais il y a un vrai sujet à traiter, c'est cette remontée pour avoir une donnée actionnable, en fait. Fait que d'avoir une donnée actionnable, ça part d'un bon flow, ça part d'une bonne priorisation des données. Selon toi, si tu peux donner un conseil à notre audience, parce que c'est le but du podcast, y a-tu un groupe de données, parce qu'il n'y en a pas une, données vraiment utiles? Là? Si on a besoin de commencer à capter nos données puis à les maîtriser, par quoi on commence? En fait, j'irais vraiment... J'ai une réponse facile et j'ai une réponse qui, pour moi, est le cœur du sujet. On veut les deux. La réponse facile, pour moi, ce que le marketing nous invite à faire ça, c'est d'aller bien gérer nos données documentaires avec des saines gestions de workflow et ainsi de suite. Mais si on fait ça, uniquement ça, on va s'attarder à la couche médiane et inférieure, on va dire, de la hiérarchie de la construction. Il faut plutôt qu'on vienne s'intéresser aux données de coûts et aux données en fait de gestion de projet. Parce que derrière, c'est ça qui va avoir un vrai levier sur pourquoi est-ce qu'on numérise l'industrie. Oui, d'accord, c'est peut-être pour aider des contremaîtres à rentrer leurs données, c'est vrai. Mais derrière, il faut que ça serve à ce qu'on gagne plus de projets, que le taux de marge qu'on soit bénéficiaire, qu'on sache où est la sous-performance, qu'on puisse la traiter et venir améliorer tout ça. Donc ça, c'est la donnée de coût. Et en fait, il y a beaucoup moins de marketing, à mon avis, qui est donné là-dessus. C'est beaucoup plus secret. Il n'y a pas de plateforme toute faite qui permet de le faire intelligemment. Donc, c'est soit on est une grosse entreprise, on va payer des mastodontes de gestion comptable, gestion de coûts, et c'est à nous de le customiser. Soit on est des assez grosses entreprises, on vient le programmer un peu nous-mêmes, from scratch, mais ça amène ses risques. Soit on prend des solutions du marché qui sont meilleurs prix, on va dire, pour peut-être les plus petites entreprises, mais qui ne vont pas adresser tous nos problèmes non plus. Là, il y a un enjeu, selon moi, c'est qu'on n'a pas encore de formule magique sur le marché, clé en main, ou dans les entreprises que j'ai pu voir, qui ont tout intégré là-dessus en termes de contrôle du coût, contrôle de marge, contrôle de la performance. Tu sais, absolument, la solution magique n'existe pas. Moi aussi, j'en connais des mastodontes qui ont essayé de tout faire eux-mêmes, ça n'a pas marché. Puis je connais aussi des gens qui ont acheté des choses faites clé en main, mais ça répond pas aux besoins. Fait que ça, on en reparlera dans une future discussion, si on veut, Pierre. Mais ce que j'entends, c'est que ça prend un hybride, ça prend un juste milieu. Il faut comprendre où est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce qu'on a besoin comme données pour être capable de visualiser puis d'utiliser ces données qui est en fait la deuxième section de notre webinaire. Ouais. Non, absolument. Et c'est là où le comment ou le pourquoi
qu'est-ce qu'on doit visualiser en fait. Je pense que c'est là un peu la section qui va nous intéresser désormais. Il faut venir faire confiance aux usagers. Et usagers dans le sens large. Et c'est encore une fois ça qui est ardu, c'est que c'est facile de... c'est facile. C'est facile pour les gens qui ont fait un peu de construction de comprendre ce que les opérateurs sur un chantier, les ingénieurs de projet, les gérants de projet ont besoin. Ça, c'est assez logique. Parce que les gens comme moi, qui sont dans les fonctions support, d'amélioration, d'expertise ou de support, on a cette expérience-là. Donc, on va comprendre que pour visualiser, il faut des tableaux assez efficaces, filtrables, avec des vues paramétrées par métier, par exemple. Vraiment un truc très... Chaque métier doit avoir son focus sur qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il reçoit comme information, qu'est-ce qu'il redonne. Ça, c'est un peu la prémisse de base. Et après, il faut venir à réussir à remonter cette chaîne-là et aller poser ces mêmes questions-là avec des personnes qui, historiquement, sont moins ouvertes, parce que plus expérimentées. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu remontes ta hiérarchie, moins tu vas avoir de personnes, a priori, qui ont été formées à l'époque sur des usages numériques, sur des plateformes qui communiquent. C'est plus abstrait pour ces execs-là. Donc là, il faut réussir à les poser en des termes beaucoup plus construction et beaucoup plus opération de l'entreprise et venir en fait amener des problématiques qui vont être traitées par la numérisation, mais sans franchement le dire comme ça. Et plutôt le traiter justement en termes de coûts, de marge, de performance, de profit. Fait en quelque sorte, c'est comme une vulgarisation, parce que là, on prend des données filtrées, priorisées, qui viennent du chantier, qui nous parlent, mais maintenant, il faut l'amener à nos exécutifs, qu'eux, ils ont énormément d'expérience. Okay? Exactement. Puis là, il faut être capable de faire parler la donnée. On s'en sauve pas, hein? L'aspect humain, il est encore là. Tu sais, on parle d'intelligence artificielle de tous les bords, tous les côtés. On va peut-être en parler un petit peu tantôt en surprise à la fin, mais le but, c'est qu'on a encore des humains, puis il faut que ça fasse du sens à l'humain, la donnée. Ben, c'est exactement ça. J'adhère 100% à ces mots-là. Dans différentes interventions que j'ai pu avoir, entre autres au niveau des donneurs d'ordre publics du Québec, qui avaient invité différentes personnes il y a une douzaine, 18 mois, à réfléchir autour de ces sujets-là. OK, où va le BIM? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce que l'argent public doit arriver? Moi, l'intervention que j'avais faite, c'était vraiment centré sur l'humain. Il faut juste penser que aucune entreprise va payer un service pour le plaisir de payer un service. Par contre, ce qu'on veut, c'est que nos humains marchent bien. On veut que leur expertise fonctionne. Et l'expertise, en fait, on se concentre facilement, parce que c'est facilement adressable, c'est facilement contactable sur les personnes de chantier. Mais on a aussi une pleine expertise qui existe parmi nos directeurs seniors, nos vice-présidents. Et elle, il faut aller la chercher. Et pour ça, en fait, il n'y a pas d'autre solution que de vulgariser, mais à un niveau exécutif. Ce qui est vraiment pas simple, et c'est ça que je voulais aussi amener par la prise de parole que tu m'offres d'avoir, c'est d'arriver à avoir ce point d'accès, parce que c'est aussi des personnes décisionnaires. Donc, il faut réussir à avoir ce propos-là consistant sur une personne qui n'est pas intéressée de base par la technologie. Effectivement, c'est d'avoir le parallèle entre la vision, l'intuition, mais aussi la donnée qui est présente aujourd'hui. Elle est non négligeable. Moi, je veux savoir, dans ton équipe, est-ce qu'il y a des défis par rapport à prendre la donnée qui vient du terrain, continuer à la structurer si on veut, puis l'exploiter pour l'amener aux exécutifs? Ou y a-t-il quelque chose que tu aimerais voir arriver au sein de ton équipe? On a quand même un plan de match qui fonctionne bien, mais tant qu'on a monté notre expertise sur tout ce qui est justement la remontée des données de construction, en tout cas sur la structuration, ça c'est pas mal. On sque quoi en faire en termes de synthèse, un peu. Et là, on a vraiment le travail actuellement en cours de dire il faut qu'on continue encore à cruncher pour que cette synthèse-là soit la plus courte possible et la plus efficiente possible. Donc là, il y a du travail. Ça prend par contre les bons outils. Ce que je disais un peu en préambule, c'est que oui, les outils qu'on va trouver pour la gestion des données collaboratives, les Procore, vont avoir des choses de base, mais on ne pourra pas connecter avec d'autres outils nativement par les fonctions données par l'outil lui-même. En fait, ça coule de source. Il te faut un outil macro qui vienne attraper toutes ces données-là. Nous, on a fait le choix de passer avec des solutions de data mart. Il y a un produit qui s'appelle Snowflake qui permet justement de venir connecter différentes sources, en fait, n'importe quelle source. Puis derrière, tu fais de l'ETL, donc tu fais de l'extraction, de la transformation, tu recharges. Ça marche bien, ça demande des investissements. On est là-dedans depuis, mettons, 18 mois. Donc là, ça commence à porter ses fruits. On peut réussir à servir efficacement les finances. On peut commencer à servir efficacement la SST. On peut commencer à servir efficacement tel et tel groupe support. Et évidemment, la chaîne hiérarchique. Donc, c'est vraiment une chaîne en continu. Ça demande un peu d'effort, mais on sait vers où elle est. Fait que, tu sais, vous avez eu un plan pour mettre ça en place, puis vous avez certainement itéré. Puis moi, ce que j'apprécie voir, c'est vraiment la notion qu'il n'y a pas un système qui fait tout. Tu sais, je veux dire, comme en construction, on n'a pas un équipement lourd qui fait tous les jobs. C'est ce qu'on appelle best of breed, en quelque sorte. Ça prend un outil qui chapeaute, mais
si t'es d'accord, c'est que ça prend un élément qui est performant dans chacun des segments pour bien faire la job. T'sais. Ben oui. Et en fait, on a tellement d'exemples historiques dans la partie digitalisation des métiers ou même de la société depuis 30 ans, de produits phares qui en fait vont s'écrouler. Et des produits phares majeurs qui vont s'écrouler. Et en fait, c'est vraiment ça, nous, en tant qu'entreprise, il faut quand même se rappeler que la numérisation, c'est de l'investissement, donc il y a une notion d'opportunité, de risque aussi associée à tout ça. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc, il faut faire les choix éclairés et y aller par segmentation, comme tu dis. En tout cas, c'est une approche que nous, on prend et on pense que c'est la meilleure parce que ça permet de voir les produits en début de vie, les produits matures, les produits en fin de vie, et donc d'avoir un peu de temps pour venir s'en débarrasser et trouver le remplaçant. Mais au moins, tu ne remplaces pas toute ta chaîne. Alors, on a un des collègues dans l'équipe, justement, au niveau des SIT, qui s'occupe précisément d'avoir ces tables, ces architectures d'entreprise. Savoir c'est quoi les process, qu'est-ce qu'ils requièrent comme produit, c'est quoi le produit qu'on a actuellement, et c'est quoi leur date de péremption. Donc ça permet quand même d'avoir une bonne cartographie de nos problèmes à venir et de nos manières de traiter notre donnée actuellement. Tu sais, c'est drôle parce que moi, j'étais un gars de génie civil, j'ai grandi dans la construction puis avec des équipements lourds, tu sais, puis quand tu parles de date de péremption, j'aime ça parce que moi, il a fallu que j'apprenne avec les années qu'un logiciel, ça ressemble plus à une plante qu'à une machine, tu sais. Le monde, ils savent pas ça, mais un logiciel puis un système puis un process, ça évolue. Les gens évoluent. Tantôt, les exécutifs, ils vont avoir de l'expérience autant, mais ils vont venir d'une nouvelle génération. Tout évolue. Ça, tu nous en parlais? Ouais. Ça, la similarité avec la plante est vraiment bonne. En effet, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, dans le terme, il y a des graines qui sont au niveau des capital risqueurs, qui mettent un peu d'argent pour développer une prémisse de logiciel. Puis après, là, c'est intéressant avec ton exemple. Tu vois, vous, Sivalgo, vous avez eu ce capital risque qui a dû arriver. Puis vous arrivez avec un produit minimum vital. Derrière, vous le présentez au marché, un client EBC, un client des concurrents à nous, des partenaires à nous. Et là, on va vous arriver avec une marge de manœuvre, parce que sans même vous l'acheter, on va pouvoir vous dire ça roule, ça roule pas. On essaie d'orienter un peu le sujet. Et derrière, si on contractualise avec n'importe quelle plateforme, en effet, il faut avoir conscience que c'est fini le temps de Excel 95, Excel 98, Excel 2001, où tous les 3 ans, il y avait une sortie avec un manuel qui expliquait tout. Désormais, c'est plus comme ça. Vous, en termes de provider de services, vous allez fournir toutes les 3 semaines, à tous les 3 mois, des nouvelles fonctionnalités. Et donc ça, nous, ça demande derrière un vrai support technique, une vraie expertise de veille commerciale, de veille technologique. OK, c'est quoi qui arrive ? Pourquoi Sivalgo, vous travaillez là-dessus ? Pourquoi est-ce que Procore travaille plutôt là-dessus ? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas quel autre concurrent sur des segments similaires travaille là-dessus ? Il faut réussir à comprendre. Et ça, c'est le cœur un peu du métier que moi, je peux exercer, d'arriver à avoir ces communications-là, de contractualiser un jour ou pas, mais en tout cas, de savoir qu'est-ce qui arrive. Et puis derrière, d'arriver à faire comprendre à l'entreprise, et encore une fois, c'est là où les tables d'architecture sont très intéressantes, qu'est-ce qu'on devrait acheter et est-ce qu'on a un plan de match avec ce produit pour X années. Mais le X doit être de 2-3 ans, pas vraiment plus. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un système, tu sais, je rencontre des entreprises, tu sais, puis des fois, moi, je trouve que la chose qui coûte le plus cher, c'est de prendre le mauvais choix. Puis, tu sais, il y a des entreprises qui pensent qu'ils vont acheter un système. Tu sais, aux États-Unis, on a des gros compétiteurs, là, puis ils achètent un système, puis ils pensent qu'ils vont acheter ça pour toujours, mais mauvaise nouvelle, il n'y a rien qui dure pour toujours, tu sais. Fait qu'on se trouve à avoir besoin d'un roadmap, d'une planification, un peu comme en construction, on planifie nos étapes, pour comprendre où viennent les éléments, les outils critiques, à quel moment. Ouais, absolument. Et ça, cette partie-là, roadmap, c'est quelque chose qui est super riche pour nous, qui sont soit des prospects de solutions qu'on n'a pas encore achetées, soit des clients des solutions qu'on a déjà achetées. Ça permet de sentir vraiment, je mets ça sur la sensation, on parlait un peu d'humain, j'aime bien cette notion-là, on reste des êtres rationnels, mais il faut quand même réussir à sentir les choses. Qu'est-ce qui va dans le mur, qu'est-ce qui ne va pas, et puis derrière, d'arriver à dire, OK, on pense qu'il faut aller dans cette direction ou pas. Ce qui, par contre, va être plus pérenne, c'est tous les outils au cœur de l'entreprise. Il faut que, mettons, le système de comptabilité, ça, c'est des choses vraiment ardues à venir changer. Là, il faut faire le bon choix. Et par chance, il y a beaucoup moins de startups qui se lancent là-dedans. C'est aussi ça l'intérêt, c'est que le marché, il s'adapte aussi aux besoins. Et en fait, pour les entreprises, c'est tellement critique de gérer sa comptabilité que tu as quelques gros joueurs. Et oui, on va devoir s'accoler sur eux. Et après, c'est la constellation qui est autour. C'est là où il y a de la versatilité à venir chercher. Oui, parce que tu sais, la comptabilité,
on est d'accord ou pas, mais tu sais, moi je dis souvent que les Romains avaient de la comptabilité, puis le système, l'écosystème va changer, mais les concepts sont là. Si on a besoin de comprendre nos coûts, on a besoin de faire nos états financiers, ça va évoluer, ça va devenir plus facile, plus automatisé, avec quelques automatisations à gauche à droite pour être plus efficace. Ouais. Mais ça, tu sais, moi j'aime bien aussi dire que la comptabilité, ça te fait pas faire de l'argent. C'est la constellation, comme tu as dit, autour, qui permet d'être plus efficace, de trouver des solutions. Non, c'est absolument ça. Et c'est pour ça que c'est là où je pense qu'il faut réussir à comprendre que pour réussir à faire cet argent-là, en tout cas avoir notre bon niveau de performance tel que prévu, il faut à la fois prévoir nos cibles, évidemment, et puis il faut réussir à avoir de la donnée qui va être exploitable, qui va être intéressante. Je pense que c'était un peu l'une de tes questions précédentes. Et c'est assez facile de venir créer plein de tableaux de bord, par exemple, sur plein de sujets différents, avec de la donnée qui en fait est trop granulaire. Et au final, c'est là où on inverse un peu la priorité. À l'inverse, un tableau peut être vu comme très, très aride, mais en même temps, s'il donne la bonne granularité aux bons décideurs, aux bons lecteurs, aux bons actionneurs, aux bons acteurs, là, ça va être parfait. Donc, il faut réussir aussi, dans le niveau des formats, à ne pas tomber dans le sexy et à rester sur des choses qui sont actionnables. Et ça, c'est un vrai effort parce que c'est toujours sympa, en fait, de faire un truc qui est visualisable très, très belle. On pense souvent aux animations 4D. On a mis pas mal d'efforts à venir rationaliser le coût économique d'une modélisation 4D, parce que moi, personnellement, avec un œil un peu technique de construction, je vois bien que pour tous les ouvrages temporaires, par exemple, c'est très important d'arriver à séquencer et à prouver que la séquence marche, parce qu'on peut gagner des jobs, et on a plein d'exemples là-dessus, où la technique était meilleure, les coûts un peu plus élevés, mais quand les contrats le permettent, on arrive à présenter ça et ça passe. Donc la 4D peut être utile sur ces cas-là, peut être utile éventuellement pour du suivi de projet, ou en tout cas de prouver des points quand on veut, faire des règlements à l'amiable, un peu plus judiciarisé ou légalisé, mais ça peut démontrer des choses. Mais c'est pas ça qui, au jour le jour, va te permettre de décider. Et c'est comme ça qu'il faut réussir à avoir en tête. Donc vraiment, nous, l'axe, c'est les tableaux, des rapports d'intelligence d'affaires, mais bien sentis. Et là, il y a un vrai domaine là-dessus. On n'est pas encore assez mature, pour être tout à fait honnête. Et puis, quand même un axe qu'on a ouvert il y a quelques années, et on voit qu'il a de l'importance, tant en gestion de projet qu'en réclamation. Ça fait tout ce qui est cartographie. En fait, c'est un sujet qui est assez peu abordé en construction. C'est d'arriver à se dire, nous, on fait finalement une évolution de l'existant. La construction, c'est à peu près ça. Quand tu prends un sujet, un environnement existant, en général, tu fais un trou, tu fais des fondations, tu remplis et ça devient un pont, ça devient un bâtiment, ça devient une autoroute, ça devient ce que tu veux, mais tu construis quelque chose à partir de cet environnement existant. Et là, de voir ça en carte et donc de mettre des données finalement de projet sur une carte, là, tu peux avoir des visions tabulaires, mais reliées tout de suite à ta localisation. Et ça, c'est un entre-deux qu'on est venu actionner pas mal. Donc, c'est la technologie qui s'appelle les GIS, donc les systèmes d'information géographiques. C'est un axe que je me permets de citer parce que c'est assez peu connu et il y a moyen de faire plein de choses là-dessus. Et ça, c'est très, très intelligible, et on peut avoir vraiment de l'action là-dessus. On peut voir les zones sous-performantes, on peut voir les zones qui ont déjà été travaillées, qui ont déjà été rouvertes à la circulation. On peut montrer assez facilement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé, et le prouver en sortant derrière le bon rapport, parce que vu que c'est de la donnée, nous on a fait le choix d'avoir une donnée GIS chez nous, donc on peut la relier à n'importe quel de nos systèmes, et je peux te montrer de la comptabilité, je peux te montrer de la donnée documentaire, des intrants clients, des changements, des choses comme ça, directement sur une carte. Et la carte, ça, n'importe quel esprit gérant d'entreprise, en tout cas gérant de projet, le comprend excessivement bien. On est tous à l'aise avec des plans, donc la carte retrouve ça, c'est que de la 2D, mais c'est super riche. Moi, j'ai bien aimé le fait justement qu'au début du podcast, tu me dis, on choisit des outils pour ultimement être plus performant, pour être plus rentable, plus efficace, puis dans le fond, faire plus d'argent. Puis là, après ça, on a bien mentionné que la bonne donnée doit aller au bon interlocuteur. Puis le but, c'est pas de faire des graphiques super fancy, c'est que la donnée, elle parle. Puis ça nous amène justement à la section la plus intéressante, selon moi, de notre podcast, c'est de parler de, maintenant qu'on a collecté la donnée, qu'on l'a structurée, maintenant, il faut piloter. Donc, c'est vraiment le retour vers le chantier. Mais après ça, comment on fait? Puis quelles sont les astuces, les conseils de prendre cette donnée-là qui est actionnable, mais maintenant, amener des correctifs, puis d'avoir le retour du balancier, quoi. Ouais, mais en fait, actionnable, c'est que tu as un volant. Tu es dans ton auto, tu as un volant, tu peux actionner ton volant. Tu vas à gauche ou à droite. OK. Mais par contre, piloter, c'est que tu as un point de destination et tu as une route pour y aller.
Donc ton volant, il faut qu'il te serve à rester sur la route. C'est un peu ça l'idée quand même d'une auto basiquement. Pareil pour les données. Donc oui, en effet, on peut facilement actionner des choses, on peut facilement ou pas, il y a un chemin pour y arriver. Puis derrière, savoir comment on pilote et vers où on pilote. Et donc ça commence vraiment à l'appel d'offres. C'est-à-dire que la phase d'appel d'offres, la phase de développement des affaires et d'estimation et de soumission et de réponse aux besoins du client, c'est vraiment clé parce que tu viens figer en quelques semaines et à une date définie, tu viens figer ton prix, tu viens figer les méthodes que tu penses adopter, tu viens figer les ressources que tu penses avoir nécessité pour faire ta job et garantir ton niveau de performance et de marge. Tu viens figer vraiment plein d'éléments qui derrière aussi te permettent de faire tourner ton entreprise. On s'entend que quand tu estimes, quand tu soumissionnes, derrière le décideur final, c'est le vice-président en charge des opérations de cette zone géographique-là. Et lui, il va venir fixer son niveau de marge suivant plein de critères. Est-ce que j'ai du staff à placer? Oui, non. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, non. Donc ça, c'est des choses un peu externes qui vont être encore de la sensation et de l'expérience parce qu'un vice-président a cette expérience-là pour être en décision. Là où on va pouvoir l'aider avec la donnée, c'est de réussir à fermer la boucle, d'avoir une uniformité de la donnée entre appel d'offres et exécution. Donc, l'exécution passée va venir enrichir l'appel d'offres actuel. Ça, pour être tout à fait honnête, c'est très compliqué. À date, nous, c'est réussi sur quelques groupes d'estimation vraiment seniors. C'est assez manuel, mais ça fonctionne. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est réfléchi, efficace, mais c'est pas mettable à l'échelle, à la taille de l'entreprise, parce qu'on peut pas dupliquer un estimateur senior que ça fait 30 ans qu'il travaille à Québec et qui maîtrise parfaitement son sujet pour toute la province. Ça, malheureusement, c'est pas réplicable. Donc c'est là où il faut venir réussir à travers la donnée. Pour faire ça, il faut venir structurer. Encore une fois, on a parlé un peu précédemment des données de chantier. Mais l'appel d'offres, c'est un peu la même chose. Il faut réussir à structurer la donnée qu'on reçoit et la donnée qu'on veut redonner à son client. Donc là, il y a beaucoup de travail qui a été fait, nous, en interne, pour structurer ces données-là et réussir à donner des informations actionnables dès l'appel d'offres pour qu'on mette notre bon niveau de performance attendu. Tu sais, puis c'est extraordinaire que ce que tu as dit, c'est actionnable dès l'appel d'offres. Fait que c'est pas quand on est rendu en retard sur le projet, c'est d'avoir cette espèce d'équilibre-là, que ce soit pendant l'exécution, pendant la progression du projet, d'être capable de tourner le volant à droite ou à gauche pour rediriger, puis d'avoir l'actionnable, puis d'avoir la collaboration avec le vice-président. Mais là, on travaille, on collecte des données, on pilote, on redirige aux besoins. Après ça, comment est-ce qu'on utilise cette donnée-là? On la recommunique au chantier, on amène des correctifs en termes de main-d'œuvre. Tu sais, nous autres, chez Civalgo, le but, ça a toujours été d'apprendre du passé pour donner des recommandations et exposer les impacts. Qu'est-ce qui arrive si on ajoute plus de main-d'œuvre? On va finir d'avance. Quel va être l'impact sur notre profit, notre rentabilité, la durée? Puis cet impact-là, qu'est-ce qu'il y a comme impact sur les autres projets dans une même entreprise? Ouais, mais 100%. Ça, c'est des choses, justement, de réussir à savoir l'influence de telle ou telle action. C'est des choses très compliquées. Et c'est là, en effet, où des joueurs comme Civalgo, comme d'autres, vont réussir à avoir des insights basés sur la donnée. Mais minimalement, ce qui est intéressant, c'est d'arriver aussi à venir coudre un peu plus l'appel d'offres et le démarrage de projet. C'est-à-dire qu'un réflexe traditionnel en construction, c'est de dire, le projet démarre, je connais mon taux de vente, finalement, mon prix de vente à mon client. Et puis, je repars mon budget avec, moi, mes méthodes de gérant de projet, de directeur de projet. Et puis, moi, ma manière de voir les choses. Et donc, finalement, de mettre assez vite à la poubelle ce qui a pu être fait en termes de réflexion à l'appel d'offres. Et je garde juste le taux de marge que je dois avoir, le prix de vente, et j'essaie de battre mes coûts. Et ça, c'est quelque chose qui est traditionnel, mais qu'on essaie de lutter contre, en venant justement structurer les choses de l'appel d'offres, histoire que ça démontre aux opérations qui derrière vont partir qu'il y a eu une réflexion qui a été faite. Et en particulier, ce qu'on va réussir à démontrer, c'est budgétairement, si on a telle méthode à l'appel d'offres, on arrive à telle solution de vente et de coût dans le temps. Donc là, on peut avoir un chemin de cible, une espèce de courbe en S cible qu'on peut fournir dès l'appel d'offres. Alors, d'une, ça nous sert, on le verra peut-être un peu après, pour fixer et évaluer nos trésoreries futures. Et donc, derrière, où est-ce qu'on doit placer notre profit dans notre timeline de projet. Mais surtout, ça va nous servir aussi de cible et de destination et de chemin vers la destination durant notre projet. Comme ça, tous les coûts passés, on va pouvoir toujours les monter et les montrer contre le plan de match qu'on avait décidé. Ça, c'est intéressant, ça laisse une flexibilité aux opérations s'ils veulent un peu changer
les méthodes ou les choses comme ça. Mais par contre, ça donne un cadre pour expliquer, voici, si vous respectez ce cadre-là, vous allez arriver ici. Maintenant, charge à vous de venir battre ceci. Mais au moins, il y a un plan qui fonctionne. Et ça, on peut le démontrer. J'adore ça parce qu'on a pris en compte le passé, puis on donne justement un objectif, dans le sens que quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il ne peut pas le battre. T'sais. Puis ça démontre que le cadre que vous ramenez au chantier, puis au genre d'opération, il démontre où est-ce qu'ils doivent aller. Okay? Fait que c'est un cadre précis avec des objectifs, puis qu'on est capable de venir battre. Okay? Fait que moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est qu'on vient rendre, excusez mon anglicisme, accountable les gens. On dit, voici la position, voici l'espèce de plan de match qu'on a vu. Mais maintenant, cette donnée, c'est à vous de la faire fonctionner parce qu'il y a nécessairement un lien entre la donnée et la trésorerie. Okay? Parce que là, on parle justement des courbes en S, on parle du cash flow. Après ça, ça a un impact sur l'entreprise. Okay? Fait que pour terminer sur le pilotage, si on veut, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de la trésorerie de projet versus d'entreprise par rapport au pilotage des données? Oui, absolument. Nous, c'est un sujet qu'on est venu adresser et solutionner ces dernières années, en fait, partant du principe que, en général, les trésoreries de projet étaient décidées par l'expérience. Donc, on sait qu'il y a des clients qui vont nous faire des avances sur les premiers mois, sur les premières étapes de mobilisation. Donc, on sait à peu près que s'il n'y a pas trop de retenue derrière, on va toujours être en cash flow positif, pas d'enjeu. Rappelons-nous que l'hypothèse de base pour un chantier, c'est de toujours être en cash flow positif. L'idée, c'est pas que l'entreprise mère vienne feeder en argent frais un projet à son initiation. Il faut réussir à ce que le projet comptablement puisse vivre le plus possible en autonomie pour éviter aussi de financer derrière. Il y a des coûts financement. Donc, on ne cherche pas à avoir ça. Donc ça, on est venu avoir cette expérience-là. Enfin, l'expérience existe. Et puis, on est venu se dire, OK, mais il y a des projets plus complexes. Et puis, nous, ça s'inscrivait dans notre cadre stratégique d'arriver sur des projets plus complexes en design and build, en design and build and finance, en progressive design and build. C'est plein de types de contrats qui sortent un peu du cadre traditionnel. Ça peut être nos clients traditionnels, mais c'est des contrats différents. Et donc là, on a dû s'équiper. On a fait ça depuis, en gros, 2021, 2022. S'équiper en des fonctions assez basiques, des outils assez basiques en soi, mais qu'il faut réussir à monter, qui vont connecter notre échéancier, notre outil d'estimation, et puis derrière, notre outil de contrôle de projet. Donc là-dessus, on a eu l'occasion de développer ces techniques, ces technologies en interne, de faire quelques articles, quelques présentations, parce qu'on pense que c'est un chemin qui est assez peu connu dans l'industrie de la construction, donc on voulait aussi partager ce retour d'expérience qu'on a pu avoir. Mais globalement, ce que ça fait, c'est que ça démontre qu'on est capable de faire parler avec un même langage nos planifications, nos estimations, et puis derrière, notre comptabilité et nos coûts de projet, et de venir sizer l'influence des retenues, des avances contractuelles, et puis des délais de paiement. Parce que plus on monte sur des contrats un peu plus gros et un peu plus compliqués, plus la collaboration avec le client existe dès la phase d'appel d'offres, et plus on est en mesure d'indiquer, nous, on aimerait avoir peut-être moins d'avance, mais une rapidité plus importante du paiement. Ou alors, moins d'avance, mais moins de retenue. Ou alors plus d'avance et plus de retenue. On va pouvoir jouer sur ces paramètres-là parce que sur ces contrats-là, là je parle des contrats à 500 millions et plus, le client, si c'est pas moi qui le finance, ça va être le client. Donc in fine, le plus possible, j'arrive à lui démontrer qu'on peut avoir une solution globale. Ça sera son argent ou mon argent, mais in fine, on paiera moins. Et donc c'est ça qui va être intéressant sur ce type de contrats-là. Voilà, c'est un setup qui marche bien, qu'on a en place et qui nous permet accessoirement de designer, de concevoir en fait les besoins en ressources, en équipement, éventuellement les prévisions de carbone qu'on va aussi dépenser. Donc on est capable de répondre à nos besoins internes pour nous prévoir et en même temps de donner des solutions au client pour que son lui coûte moins cher à la fin. C'est vraiment beau à voir qu'on est capable, dans un leader québécois, EBC, de contrôler ces données à un point où est-ce qu'on est capable de les utiliser pour gouverner notre entreprise, mais aussi piloter nos projets. Donc, moi, ce que je veux te demander maintenant, Pierre, c'est, là, on a parlé de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi ta perspective sur le futur? Y a-tu des endroits où est-ce que tu aimerais voir de l'automatisation, de l'intelligence artificielle? C'est quoi, selon toi, les plus gros impacts qu'on peut avoir en entreprise avec nos données? Ça, moi, je pense que la partie future, justement, l'IA, on en entend beaucoup parler, c'est certain. Moi, je vais te proposer un axe qui est peut-être un peu innovant, un peu original, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'axe que moi, je pousse le plus possible. Ça va être de dire toute cette puissance de feu qui vient avec l'IA. Moi, je veux que ça me serve à améliorer mes automatismes. Mais pas forcément de dire que je vais prendre l'IA
pour automatiser des choses nativement. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les produits qu'on voit d'IA, ils ont tous associé un coût et une durée de vie. C'est sûr. Et il faut être vraiment très fort de savoir la durée de vie des produits qu'on a sur le marché actuellement. Est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte? Moi, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que notre capacité, nous, en interne, on a des équipes de programmation qui ont déjà monté des modèles d'intelligence, en tout cas d'apprentissage machine. Donc, on sait quoi faire, on sait comment monter ces trucs-là. On se fait accompagner, évidemment, pour améliorer avec les progrès technologiques des toutes dernières années, des tout derniers mois. Mais on est capable de monter des modèles. Donc, nous, notre axe actuellement, c'est vraiment de se dire, on va utiliser les agents aujourd'hui, en 2025, pour améliorer notre modèle sur les besoins qu'on a en 2025. Puis si l'agent il fait faillite, en 2026, on ira améliorer notre modèle avec un autre agent. Et ça, c'est un truc qui va nous permettre d'avoir une rationalité économique d'usage de l'IA. De ne pas forcément acheter tous les agents du marché, ou même pas forcément parier sur un agent, mais par contre, on va parier sur notre capacité propre à développer nos modèles et à les enrichir. Donc, mettons un exemple un exemple typique. Sur chantier, on a beaucoup de données papier, comme on disait au début. On a des impressions papier de toutes les livraisons qui se passent au chantier. Je te parle depuis 2019, je te parle de 300 000 papiers à peu près. On a une solution de scan qui existe, on arrive à traiter à peu près 40% de ces choses-là. C'est un scan très, très classique avant que les ChatGPT, les Claude et ainsi de suite arrivent sur le marché. Là, on réfléchit justement à comment adresser les 60% restants via amélioration de notre modèle, pour sortir d'un cadre de pur scan, mais bien d'avoir un scan boosté à l'IA. Donc, il va réussir à savoir où est-ce que c'est manuscrit, où est-ce que c'est inscrit, de ne pas forcément avoir des gabarits de docérisation, mais de dire, OK, je te donne une feuille et puis donne-moi le numéro du contrat, donne-moi la masse de ce camion-là. Maintenant, avec les IA, il est capable tout à fait de savoir où est-ce que ça se trouve sur la feuille. Donc voilà, nous, on va venir améliorer nos modèles existants grâce à l'IA. Après, pour le futur, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait précédemment, moi, je crois vraiment à la force humaine derrière tout ça, à l'intelligence humaine. Les chantiers, les personnes qu'on a sur le chantier, elles sont juste finalement tannées d'avoir beaucoup d'innovation, elles ne savent pas vraiment quoi en faire. Il faut simplifier ça. Donc moi, je vois un futur, j'espère, le plus simplifié possible sur les chantiers, pour laisser la place justement à ces personnes-là de comprendre un peu ce qui se passe. On met en place avec un collègue des groupes de travail dans l'entreprise, des groupes de liens, en fait, qui vont lier les services support comme le mien, des services informatiques comme le sien, et puis les services des opérations, directement, opérations et développement des affaires. Pas pour leur dire, voilà ce qui arrive, appliquez-le, mais plutôt pour leur dire, voilà ce qui actuellement existe dans l'entreprise, et puis qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Vous, c'est quoi votre feedback là-dessus? Puis accessoirement, nous, on a des produits en développement, c'est quoi votre feedback là-dessus aussi? À la fin, c'est eux qui vont faire tourner les machines. Donc je vois vraiment un avenir basé sur, en tout cas un avenir des prochaines années, là, basé sur une meilleure compréhension de toute la chaîne. On parle un peu des execs, où il y a un effort à faire de mon bord, services techniques et technologiques, pour aller mâcher et pour que derrière leur expérience parle et que ça roule. Même chose, voilà, c'est des sujets de compréhension humaine finalement. Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus. Et celui qui arrivera à faire ça, arrivera finalement à faire un buffer avec toutes les inondations de plateformes qui arrivent de l'extérieur de l'entreprise. Si on arrive à faire un bon buffer, alors l'expertise de chacun des métiers, l'expérience de chacun des humains qui composent l'entreprise va pouvoir ressortir. Fait que c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'actif que tu as déjà en soi. Rajouter de la valeur au modèle que tu as existant. Ouais. Fait que j'ai aimé ça parce que, comme tu dis, tu sais pas la date de pérennité de tous les ouvrages, mais moi, j'avais une conscience que il y a des automatisations qui valent beaucoup. T'sais. Automatiser, sauver du temps, c'est critique. Mais moi, avec Svalgo, puis notre valeur qui est Keep it simple, stupid, une de nos valeurs, parce que inonder de données, c'est pas bon, on avait beaucoup la vision d'amener des recommandations à l'industrie. Puis ça, c'est pas un petit chantier, parce qu'il faut maîtriser la donnée structurée, qui est une conséquence d'un système opérationnel, pour venir faire des recommandations. Mais des recommandations, ça doit être interprété aussi. Puis il y a des nouveaux astuces, l'évolution des métiers est en cause ici. Qu'est-ce que tu penses qui va être un requis pour nos nouvelles recrues, un atout qui va être indispensable pour être capable de travailler dans un nouvel environnement? Parce que le monde des prochaines années, avec la méga-donnée, c'est pas le monde d'il y a 10 ans. On n'est pas dans le même créneau, là. Mais en fait, c'est vraiment ça, là, en effet, toutes les embûches qui nous attendent. Je pense qu'il faut que les profils actuels, il faut qu'ils se concentrent sur l'expertise historique. Et ça, c'est un truc qu'on peut vite oublier. J'attends vraiment qu'une personne qui sort de l'ETS, de Poly, de l'Université Laval, je m'attends à ce qu'elle comprenne vraiment bien ce que c'est qu'un contrôle de projet, qu'un contrôle de coût,
qu'une documentation, qu'un plan signé CD d'un ingénieur. C'est des choses qui doivent être clés, qu'il ne faut pas minimiser. Derrière, par contre, j'espère qu'elle n'a pas trop été polluée avec des tableaux Excel à droite à gauche et qu'elle a cette dimension-là de dire on va travailler en base de données parce que c'est la chose efficace. Donc là, je fais confiance, ou en tout cas, j'essaie aussi de faire ma participation dans différents cours que je peux participer à donner, d'arriver à montrer cette notion-là au niveau des universités, de ne vous noyez pas dans les choses qui vous donnent trop de liberté, vous allez vous perdre. Concentrez-vous sur les basics. Vous êtes capable, tout comme les Égyptiens, de construire des choses, mais ça prend des expertises. Et après, soyez ouverts et réceptionnez l'innovation. Donc, quand je dis réceptionner l'innovation, c'est de dire, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tous les agents qu'on voit actuellement, les agents conversationnels, sont efficaces pour la construction? Sans doute, peut-être, c'est à toi de le définir, quoi. Donc derrière, il faut que tu aies cet esprit critique-là, qu'on n'a peut-être pas eu assez ces dernières années, où en fait on se disait, c'est trop compliqué, je ne m'y intéresse pas, ou alors à l'inverse, tout m'excite, tout m'intéresse, je vais acheter un peu de tout. Et donc derrière, soit on se perd, soit on n'avance pas. Je pense qu'il y a une voie médiane qui consiste à dire, j'ai des expertises, j'ai des compétences professionnelles très fortes, et en plus, j'ai une ouverture sur qu'est-ce qui peut se passer. Donc là, ce que je vois venir, et c'est assez flagrant, dans les derniers, en fait, je te dirais les derniers 12-18 mois, tous les nouveaux employés, tous les nouveaux stagiaires, puis futurs employés qu'on a, ils sont tous par réflexe, dès qu'on leur donne un peu de programmation à faire dans mes équipes comme ça de développement technologique, dès qu'ils ont un peu de programmation, et je parle de profil ingénieur, tout de suite, ils vont aller voir sur ChatGPT et Copilot. Et ça, c'est un réflexe qui est super bon. Parce que finalement, ils vont pouvoir comme ça venir s'intéresser à des sujets d'intégration de données, intégration de plateformes, qui ne sont pas à laisser seuls aux programmeurs. Il faut vraiment mettre de l'ingénierie là-dedans, en tout cas un cerveau d'ingénieur. Et ce réflexe-là, je le vois apparaître. Moi, je suis super content. Et voilà, ce que je leur dis, ce que je leur répète, c'est perdez pas la base de votre sujet quand même. Vous restez ingénieur civil, il faut que vous ayez votre expertise de gérer un projet d'ingénieur civil. Fait que c'est vraiment de demeurer curieux. Fait que, comme mot de la fin, merci beaucoup Pierre, c'est que tu as dit à nos prochaines recrues, pour demeurer curieux, mais il ne faut pas perdre notre historique, il ne faut pas oublier notre expérience, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement ça. Fait que merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis bon succès dans tous tes projets. Merci Alexandre.